Merci beaucoup d'être là. Alors d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui? Ok, on est bon. Alors, je me présente, je m'appelle Afifia. Je travaille chez Canva depuis 7 ans. Maintenant, je m'occupe de la communication sociale. Je serai aujourd'hui accompagnée d'Anne-Gaëlle, ma collègue ici présente, qui va me rejoindre tout à l'heure pour entrer un peu plus dans le détail des outils Canva qui sont vraiment axés éducation. Alors, juste avant d'aller plus loin, est-ce que c'est possible de couper la musique à côté ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok, alors on va faire ça en musique et on va essayer de faire ça de la meilleure des façons. Alors, aussi avant d'aller plus loin, qui connaît Canva ici et qui l'utilise? D'accord, donc vous êtes quand même assez nombreux, c'est une bonne nouvelle. Pour les autres, je fais un récapitulatif rapide de Canva pour ceux qui ne connaissent pas. L'objectif de Canva, c'est à la base d'apporter une plateforme sur laquelle on peut faire tout ce qui est en lien avec le contenu, la collaboration, la communication. Ça passe d'une bibliothèque de photos, d'images, de contenu, d'éléments à la possibilité de créer des choses, de créer des designs, de créer des documents, des supports, et aussi de pouvoir avoir une sorte d'outil tout en un sur lequel on peut tout faire, gérer sa communication et son éducation, sa pédagogie de A à Z. Ça, c'était un petit peu ce qu'on avait en tête au départ, avec une obsession qui est récurrente chez nous, qui est l'obsession de la simplicité, en fait, de la facilité. C'est-à-dire, l'idée, c'était pas de pouvoir proposer un outil sur lequel on puisse tout faire et que ce soit exhaustif, simplement exhaustif. L'idée, c'était de faire en sorte que ce soit facile et ultra intuitif pour que tout le monde puisse le faire. Ça, c'était avant. Parce que depuis 24 mois, il y a énormément de choses qui ont changé, notamment avec l'arrivée de l'IA. Ça a été 24 mois bouleversants, sismiques dans le monde du travail et de l'éducation. Et quand on parle d'éducation aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler du travail, c'est excessivement important. Le lien est très fort entre les deux et il y a eu effectivement un bouleversement. Nous, chez Canva, comme notre outil, l'intention de départ, c'était de créer du contenu qui soit facile et accessible. La question de l'accessibilité, elle a été fondamentale pour nous. Et on s'est demandé comment on va faire pour accompagner les enseignants notamment dans ce tournant et conserver cet aspect ultra facile et hyper accessible. Ça a été un petit peu notre challenge. On s'est dit, on ne va pas ajouter des outils pour ajouter des outils. Ce qu'on va faire, c'est d'abord essayer de comprendre le contexte. Donc ça veut dire comprendre ce qu'on attend dans le monde du travail, pour mieux cerner aussi ce dont on a besoin dans le monde de l'éducation. Ça a été notre challenge. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une étude. On a fait un rapport. C'est le rapport sur l'économie visuelle 2024. Ce rapport-là, il a été fondamental pour nous parce que le but, c'était de comprendre de quelle façon, dans les entreprises, on utilisait la communication visuelle. Et il y a un énorme changement, puisque aujourd'hui, créer du design, c'est pas simplement créer un visuel et rendre une information jolie, c'est beaucoup plus que ça, surtout à une ère où on a intégré les téléphones, les écrans, on a l'habitude de scroller, on a des modifications qui se font en termes d'attention, on est beaucoup moins attentif, en tout cas on a beaucoup moins de temps à donner à une information. C'est quelque chose qu'on a envie de comprendre de suite. Donc l'enjeu, il est là. Créer un design pour pouvoir transmettre de la façon la plus efficace possible. On a compris plusieurs choses. D'abord, 81% des dirigeants déclarent que la communication visuelle a permis d'améliorer les performances de leur entreprise. Quand on parle de performance dans l'entreprise, on ne parle pas uniquement des performances de valeur. On parle aussi de performances financières, économiques. Donc ça, c'est un énorme tournant, c'est-à-dire que le design, une image, peut avoir un impact vraiment très fort au sein d'une entreprise. On a aussi compris que 88% reconnaît que la qualité des contenus visuels s'est améliorée grâce à l'IA. Donc du coup, on a vraiment intégré l'IA depuis 2 ans dans les process d'entreprise et aussi, vous le verrez, dans les process éducatifs. Et puis 74% allouent un budget plus important aux outils de communication visuelle qu'en 2023. Et ça, on sait que ça va aller de façon exponentielle sur les 5 prochaines années. Et puis, l'autre information qui est l'information clé, c'est que 92% des chefs d'entreprise s'attendent à ce que les employés occupant des postes non liés au design soient capables de créer du design. Ça, c'est fondamental pour nous.
Ça veut dire que n'importe qui au sein d'une entreprise ou au sein d'une école, quelle que soit la structure, est censé aujourd'hui être capable d'utiliser le design pour pouvoir transmettre une information, communiquer ou pour pouvoir faire de la pédagogie. Ça, c'est fondamental. Comme je vous le disais au début, un design ou un visuel, c'est pas uniquement créer une belle image pour que votre information soit transmise de façon jolie. C'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire utiliser un support pour que l'information puisse toucher directement votre audience, votre public, votre classe. Et ça, c'est fondamental. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Il y a une étude qui est sortie et qui est hyper intéressante, qui explique que quand, par exemple, on est sur un réseau social, quel qu'il soit, si par exemple vous scrollez, qu'est-ce qui va faire que votre cerveau va s'arrêter sur une image et pas une autre? Mais très souvent, ce qui va faire que votre cerveau va s'arrêter sur une image, c'est la composition du visuel. C'est parce que même si vous ne savez pas en quoi l'image est pertinente, votre cerveau, lui, inconsciemment, le sait. On sait par exemple qu'un visuel qui a un fort contraste va être retenu plus facilement. On sait que si vous vous limitez à une ou deux typographies sur un visuel, votre cerveau va comprendre l'information plus facilement, de façon plus intuitive. On sait que quand vous allez prioriser, par exemple, telle couleur, une couleur forte, une couleur primaire à une couleur secondaire, l'information va être retenue comme étant première, plus essentielle qu'une autre information. Savoir utiliser ces codes quand on crée un visuel, c'est faire en sorte que votre information, que votre connaissance puisse être transmise de façon plus forte. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, que tout le monde a compris, ou en tout cas est en train de comprendre maintenant, et nous, vous vous en doutez, on en a tenu compte. On n'est pas les seuls à réaliser ça. Il y a une autre catégorie de personnes qui le réalisent aussi très fortement, ce sont les responsables du recrutement. Parce que dans notre étude, on a aussi interrogé les responsables du recrutement, et ils remarquent que depuis 2 ans, il y a des changements qui se font et ils constatent un manque de compétences. Un manque de compétences en adaptation et en originalité, un manque de compétences en gestion du temps et un manque de compétences en résolution de problèmes. Ça, ce sont 3 besoins qui sont de plus en plus importants au fur et à mesure que l'IA s'installe dans les process éducatifs, dans les process de travail. C'est un besoin qui est de plus en plus fréquent. Et chose encore plus surprenante, et qui est liée en réalité à ces besoins, on ne va pas se mentir, c'est le fait que, aujourd'hui, parmi les 3 compétences les plus recherchées dans le monde du travail, il y a la créativité. Ça implique plusieurs choses, mais ça implique surtout la première chose fondamentale, c'est que la créativité doit faire partie du processus éducatif, qu'elle doit faire partie du processus de transmission. Encore plus aujourd'hui, où je vous le rappelle, on a un temps de concentration qui est réduit et de plus en plus réduit. C'est un vrai challenge pour tout le monde, autant pour les entrepreneurs, pour les gens qui travaillent en entreprise, que pour les enseignants. Alors, quand on parle de créativité, on parle de plusieurs choses, mais là, on va simplement donner quelques définitions. Quand on parle d'abord de créativité, c'est pas simplement être capable de faire un beau design. Vous pouvez ne pas être expert en design du tout et faire un très très bon contenu, c'est pas du tout la question. Quand on parle de créativité, on parle d'abord de faire preuve d'initiative et d'alternative. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de bouger les lignes, de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, de tenter, de se tromper. On n'a pas le choix. Comme on est dans un tournant, on est dans une période qui est naissante, c'est-à-dire qu'on est vraiment au tout début de ce que l'IA change dans les modes éducatifs. Donc, on doit essayer de tester des choses nouvelles et de ne pas avoir peur de les tester. Faire preuve d'initiative et d'alternative. Autre chose, c'est être focus solution. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est impossible, en tout cas dans le domaine de l'éducation, si on a envie de faire quelque chose, c'est impossible de ne pas trouver un outil qui peut répondre à votre problème. Que vous utilisiez l'IA, ChatGPT ou que vous utilisiez Google pour chercher une réponse à votre problème, dans tous les cas, vous trouverez un outil. Donc ça, être focus solution, c'est fondamental. La 3e chose, c'est la qualité d'adaptation. Comme le monde est en train de changer, autant dans l'éducation que dans le monde du travail, ça nous amène à faire quelque chose qui n'est pas très confortable pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on doit sortir de notre zone de confort. C'est-à-dire que la perception qu'on avait jusque-là de l'enseignement, de la transmission, quels que soient les domaines d'ailleurs, c'est en train de changer. Donc on doit sortir de notre zone de confort. Tout ce qui était acquis jusque-là doit être amené à être remis en question. Pas forcément à être abandonné, mais au moins à être remis en question. Créer des liens entre les concepts et les idées, ça aussi, ça fait partie de la créativité.
Ça fait partie aussi de la flexibilité de la réflexion, la flexibilité de l'imagination, faire appel à l'imagination pour donner des cours, pour enseigner, pour trouver des solutions, pour transmettre plus facilement son savoir. Et évidemment, quand on parle de créativité, c'est la transmission. Que vous soyez un artiste, que vous soyez un enseignant, que vous soyez même un artisan, un entrepreneur, le levier aujourd'hui qui est fondamental, c'est la transmission. Ça peut être par une stratégie de communication, ça peut être par des choix de support éducatif, ça peut être aussi par la personnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez transmettre quelque chose, ce qui est important en fait, c'est de pouvoir proposer un outil, un nouveau process, mais à travers ce que vous êtes. C'est-à-dire vous personnaliser, donner la possibilité de vous présenter tel que vous êtes en utilisant des outils qui vous ressemblent pour créer une connexion. La plupart des élèves aujourd'hui sont sur les réseaux. Ils voient au quotidien des gens qui proposent des choses, mais en étant eux-mêmes. Et très souvent, entre un contenu qui marche et un contenu qui ne marche pas, entre une connexion qui se fait et une connexion qui ne se fait pas, la différence, elle est là. C'est-à-dire que ce qu'on va admirer, ça va être une personne qui va proposer quelque chose, mais qui va être elle-même. Si vous êtes authentique, vous créez déjà un point de connexion. On a déjà envie de vous écouter. Ça, c'est fondamental, c'est le premier élément de transmission. C'est comme un regard quand vous rencontrez quelqu'un, la façon dont il est habillé, dont il bouge quand vous rencontrez quelqu'un, c'est hyper important, encore plus aujourd'hui pour des élèves qui pourraient observer de façon plus flagrante une différence entre un enseignant qui parle à travers son statut d'enseignant et qui a conservé des process classiques et quelqu'un qui est là pour transmettre, qui a conservé la passion, qui leur parle tel qu'il est. Les jeunes ont besoin de ça. Ils ont besoin d'avoir des transmissions et de pouvoir avoir des savoirs, des connaissances de la part de quelqu'un qui est impliqué dans le savoir qu'il partage. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qu'on peut voir, tout ce que nous, en tout cas, on perçoit dans les besoins de créativité. Alors évidemment, la question, c'est comment l'éducation peut évoluer pour préparer les élèves à cette nouvelle ère. Ça a été la question fondamentale, parce que le but pour nous, ce n'était pas d'intégrer des outils pour intégrer des outils, mais c'était intégrer des outils qui correspondent vraiment aux besoins des enseignants. Donc, nous, encore une fois, on a fait une étude, mais cette fois, on a interrogé des enseignants, des étudiants et des responsables du recrutement. On leur a demandé de quoi ils avaient besoin et on leur a posé des questions. Alors, ce rapport, il est en ligne, hein, vous pouvez le retrouver sur Google très facilement. Mais moi, je vais simplement vous partager 5 informations clés qu'on a tirées de ce rapport et que je vais vous partager aujourd'hui. La première chose, c'est que la créativité est une compétence essentielle. Parmi les nouveaux diplômés, 81% voient la créativité comme un atout pour être embauché. Ils l'utilisent même comme un élément différenciateur. D'ailleurs, je rappelle qu'à 2 CV égaux, on va souvent prioriser soit la créativité, soit la créativité de communication. C'est-à-dire que si on a 2 CV égaux, on va se rendre sur les réseaux, par exemple sur LinkedIn, et voir qui communique le mieux, qui échange le mieux. C'est-à-dire que les éléments différenciateurs ne sont pas basés uniquement sur les diplômes ou sur les compétences réelles. 80% estiment que la créativité est cruciale dans leur rôle actuel, et c'est évidemment pour eux la compétence la plus utile acquise à l'université. Au niveau des responsables du recrutement, 75% accordent une grande importance à la créativité lors de l'embauche et 57% placent la créativité parmi les 3 compétences les plus recherchées, avec résolution de problèmes et communication, qui sont liées à la créativité. Ça, on sait que ces chiffres vont augmenter en plus au fil des années. Juste un exemple, il y a un nouveau métier qui existe là, qui est responsable d'idéation. C'est un des métiers aujourd'hui qui va être les mieux rémunérés en entreprise, surtout dans les prochaines années. Responsable d'idéation, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est capable de générer du prompt, mais plus concrètement, de formuler une idée. C'est ça, en fait, qui change tout. C'est être capable de formuler une idée. Aujourd'hui, ça a une valeur réelle sur le marché. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. La deuxième idée fondamentale qu'on a apprise aujourd'hui, c'est qu'il y a un écart entre les compétences perçues et les attentes des employeurs. 56% des recruteurs estiment que les diplômés ne sont pas assez préparés, alors que les diplômés pensent être suffisamment préparés. Là, il y a un premier écart. Le deuxième écart, il est hyper pertinent, en tout cas pour nous, c'est que 38% seulement des enseignants partagent leur avis. Ça veut dire que plus de 60% des enseignants pensent que les élèves sont bien préparés
aux métiers actuels, alors que du côté des recruteurs, plus de 56% pensent qu'ils ne sont pas assez préparés. Donc ça reflète dans tous les cas quelque chose qui est réel, c'est qu'il y a un delta à combler entre ce que les enseignants perçoivent de l'éducation des étudiants et les attentes réelles au niveau du marché du travail. La troisième information qu'on a compris, c'est que on comprend en fait aussi les difficultés que les enseignants ont par rapport à la créativité, par rapport en tout cas à l'ajout de nouvelles façons de faire, de nouveaux outils dans leur process de travail qui est déjà très chargé. On connaît les difficultés des enseignants, même si une grosse majorité des récents diplômés et des responsables du recrutement pensent que la créativité deviendra une priorité plus importante dans le futur, on sait qu'il y a un blocage à ce niveau-là, c'est-à-dire que 36% des enseignants sont aux prises avec le manque de temps. 34% des enseignants affirment que le système actuel inclut peu de créativité dans le programme. Et 32% des enseignants sont confrontés à des manques de financement et de ressources. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a pris en compte dans le développement de notre outil pour l'adapter au mieux aux enseignants. Quatrième information, la créativité est une compétence qui s'apprend et qui doit être enseignée. C'est fondamental, c'est important à avoir ça en tête. 72% des enseignants et 82% des responsables du recrutement pensent que la créativité devrait être encouragée dans l'éducation. 57% des enseignants pensent que la créativité devrait être mise en avant à l'école primaire. Et globalement, au niveau des étudiants et au niveau des recrutements, eux, ils sont convaincus que la créativité est un domaine qui s'enseigne. Et effectivement, ça s'enseigne. Parce qu'il y a des méthodes de faire, il y a des façons de faire, des façons de procéder qui peuvent simplifier ça et qui peuvent augmenter la créativité. Enfin, cinquième enseignement, c'est que l'IA renforce le besoin de créativité. Ça, c'est un peu un cercle vertueux. Parce que plus on va utiliser l'IA, plus on va gagner du temps dans ses façons de faire, dans ses méthodes éducatives, dans la création de ses supports pédagogiques. Et donc du coup, plus on a des outils et plus tout le monde est capable d'utiliser ces outils pour avoir des supports éducatifs qui sont pertinents, qui sont engageants, mais plus le besoin de créativité se fait sentir. Mais après, ça c'est quelque chose d'assez logique, puisque plus vous allez utiliser l'IA et plus vous allez avoir de l'espace mental pour pouvoir réfléchir à des idées, pour pouvoir proposer des nouvelles choses. Si par exemple vous avez un concept de cours et que vous utilisez l'IA pour trouver des nouvelles idées, vous allez avoir beaucoup plus d'idées, donc vous allez devoir faire un tri et vous allez penser en fait à votre cours de façon plus organique, de façon plus systémique. Vous allez créer votre propre système. Ça, on entre dans la personnalisation et c'est la personnalisation, c'est encore vous-même, votre valeur ajoutée qui va faire que vous allez apporter de la vraie créativité en cours. Et puis 85% des responsables du recrutement pensent que l'essor de l'IA favorisera la créativité. Voilà, là, on est quand même sur des chiffres qui sont éloquents et qui confirment quand même le besoin de l'IA et le lien entre l'IA et la créativité. On a fait une expérience pendant ce rapport qui est assez éloquent ici. En gros, on voulait montrer à quel point le fait d'intégrer des tâches créatives ou un process créatif en classe pouvait avoir un impact sur l'implication des élèves. On l'a fait aux US, on l'a fait en Australie et on l'a fait au UK. Au Royaume-Uni. Je rappelle que dans cet exercice, on a utilisé des méthodes très simples, c'est-à-dire simplement des projets, des supports d'exercice, des fiches pédagogiques, de compétences et des ressources très simples. On n'a pas du tout été très loin dans la créativité. Mais on a vu que l'implication des élèves était augmentée. Ils passent de 62 à 66% dans les classes américaines, de 52% à 59% dans les classes australiennes, et au Royaume-Uni, c'est là où c'est le plus conséquent, ça passe de 46% à 61%. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a pu observer. Il y a d'autres études, d'autres exercices qu'on a fait dans le rapport que je vous invite à regarder, qui montrent des chiffres tout aussi éloquents. Donc, en réalité, le fait que l'IA aujourd'hui doit être intégrée dans les classes et dans les cours, c'est quelque chose qui est essentiel. Pas parce que nous, chez Canva, on utilise des outils IA et qu'on vous les propose. D'ailleurs, sur Canva, vous êtes libre de ne pas les utiliser. On a aussi d'autres outils qui n'utilisent pas l'IA et qui sont tout aussi essentiels. Mais comme on est dans un tournant, si on reste dans ce rapport de transmission et de faire en sorte que l'éducation est une passerelle
pour le futur, pour le monde du travail et pour l'épanouissement intellectuel et professionnel des élèves dans le futur, il semble que l'IA soit un tournant à prendre qui est quand même essentiel, où tout le monde peut y gagner, c'est-à-dire autant les enseignants que les élèves, d'autant plus parce que les élèves, eux aussi, utilisent l'IA. Donc ça, c'est un point important, et 78% des enseignants sont vivement intéressés par l'intégration de l'IA dans leur classe. On espère donc que les outils qu'on intègre dans Canva, et que Anne-Gaëlle aussi va vous présenter prochainement, vont vous aider pour ça. Et encore une fois, comme la facilité et la simplicité sont des éléments ultra importants pour nous, ils sont fondateurs pour nous. Je rappelle que les créateurs de Canva étaient enseignants et avaient eux-mêmes des parents enseignants. Au début, quand ils ont créé cette plateforme, c'était parce que Mélanie Perkins, la créatrice de Canva, donnait des cours à l'université. Elle s'est rendue compte que ses élèves mettaient plusieurs mois à ne serait-ce qu'appréhender les outils classiques de création de visuels et de création de supports, qu'elle a pensé à ce produit. Donc c'est vraiment pensé à la base pour la pédagogie, pour la transmission. Donc c'est un petit peu ce à quoi on a pensé. Là, récemment, on a sorti des nouveaux outils dans le cadre du Droptober, qui est donc voilà, un lancement d'outils d'IA. Je vais vous montrer une petite vidéo de même pas 1 minute sur laquelle vous pourrez un petit peu voir l'état d'esprit dans lequel on est actuellement. Ah, je ne sais pas si on a le son. En tout cas, parmi ces outils-là, ce sont des outils particulièrement avancés. Au tout début, quand on a intégré les premiers outils IA, on les a intégrés en collaboration avec OpenAI, c'est-à-dire la technologie qui est derrière ChatGPT. On a travaillé beaucoup avec ces équipes. J'ai parlé d'un tournant depuis 24 mois, mais en réalité, chez Canva, on travaille l'IA depuis des années. On est vraiment dessus et on essaie vraiment de toujours proposer quelque chose qui soit à l'avant-garde. On a créé et intégré plusieurs outils qui peuvent vous permettre de vous faciliter la vie. Tout à l'heure, je vous disais que quand on a un problème, c'est impossible, mais vraiment impossible, de ne pas trouver un outil qui ne règle pas ce problème. Donc nous, on a ajouté énormément d'outils. Voici un petit récap. Parmi les outils qu'on a ajouté et amélioré Écriture Magique. Écriture Magique, c'est un outil de génération de texte. Beaucoup d'enseignants l'utilisent pour générer la base de leur cours. C'est un peu comme une sorte de ChatGPT, mais intégré à Canva et que vous pouvez utiliser pour préparer la base de vos cours. Il est de plus en plus poussé, vous pouvez aussi le challenger, un peu comme sur ChatGPT. On a aussi créé des sous-titres. Quand vous faites des vidéos, que vous faites des supports éducatifs, ajouter des sous-titres, c'est fondamental. Ça crée un focus de concentration. C'est pour ça que sur la plupart des vidéos TikTok que vous trouvez aujourd'hui, beaucoup, et plus particulièrement les 15-30 ans, ajoutent des sous-titres. Ça fait un point de focus, un point de concentration qui change tout. Parmi les autres outils qu'on a ajoutés et qu'on a améliorés, il y a les tableaux blancs. Dans les tableaux blancs, c'est une sorte de tableau blanc que vous allez pouvoir utiliser pour brainstormer, pour travailler en classe, par exemple. On a ajouté de nouvelles fonctionnalités, par exemple des fonctionnalités de tri qui vont automatiquement trier vos idées. Donc je vous laisse regarder ça parce que c'est absolument fondamental. Nous, on l'utilise par exemple chez Canva quasiment quotidiennement. On fait des brainstorms 1 fois par mois en équipe où on va utiliser le tableau IA pour pouvoir travailler, collecter nos idées. C'est quelque chose qui est génial à utiliser en classe. On a aussi créé une maquette à partir... un outil qui s'appelle Mockup. Vous pouvez par exemple créer n'importe quelle photo. Par exemple, vous êtes dans le métro à Paris, il y a des affiches. Vous pouvez transformer ces affiches en support pour vos vidéos ou vos images. C'est un outil aussi qui est très intéressant. Un autre outil pour l'engagement en classe, c'est le sondage et les quiz pour créer de l'engagement en classe. Ça aussi, c'est génial. Il y a un outil qui s'appelle Dreamlab. Dreamlab, c'est le plus gros outil qu'on a sorti jusque-là. Vous allez pouvoir, par exemple, entrer un prompt, une idée, et il va pouvoir vous générer le visuel. Votre visuel, ça peut être un support pédagogique, ça peut être une fiche d'exercice, ça peut être une affiche, ça peut être n'importe quoi. Je vous invite à le tester si vous ne l'avez pas encore testé. Nous, ça nous amuse beaucoup. Ça fait deux semaines à peu près qu'on est là-dessus tous les jours. Et enfin, on a ajouté énormément de nouveaux graphiques pour illustrer les données et illustrer les informations. Alors ça, ce sont les outils du Droptober qu'on vient de sortir maintenant. Mais on a une série d'outils qui sont focus sur l'éducation. Et c'est Anne-Gaëlle qui va vous les présenter là de suite. Anne-Gaëlle, je te laisse prendre la suite.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Anne-Gaëlle, je suis Community Manager à Canva pour la France. Donc je m'occupe de la communauté des créateurs. Les créateurs, ce sont des graphistes indépendants qui créent 80% des templates français que vous allez retrouver sur Canva. Et je m'occupe également actuellement de la communauté éducation qui regroupe 20 000 membres sur Facebook. Une communauté qui regroupe donc des enseignants qui posent des questions. Un endroit aussi où on va retrouver beaucoup de ressources. Donc je vous inviterai d'ailleurs, si vous le souhaitez, à la fin, à rejoindre cette communauté. Alors, comme le disait Afifia, moi je voulais vous présenter en fait les outils qui peuvent vous être utiles dans vos cours. Utiles pour 3 choses, parce que c'est des outils qui vont vous permettre de personnaliser vos cours, puisque vous êtes souvent dans des classes qui peuvent avoir des besoins spécifiques, avec des élèves qui peuvent avoir des besoins spécifiques. Et comme on l'a vu, la personnalisation, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de donner encore plus de valeur à vos outils de communication et à vos supports pédagogiques. Alors, on a le premier outil qui s'appelle Média Magique. Alors, vous le connaissez sûrement. Ah. Petit bug. Ah, c'est bon. Hop. Voilà, Média Magique. Donc vous allez le retrouver dans les applications. Média Magique, en fait, l'idée, c'est que vous avez une idée, vous la transposez par du texte, et puis ça va vous créer une image qui correspond à ce que vous avez dans la tête. Donc c'est très très intuitif, hein, il vous suffit d'écrire un petit texte et on vous a montré des exemples en fait de ce qui pouvait ressortir et de comment vous pouvez les utiliser dans votre cours. Donc vous voyez la première image, c'était un exemple de création d'images pour un cours d'histoire où la consigne qui avait été donnée, c'était de créer une peinture à l'huile d'un château croisé avec la lumière chaude du lever du soleil. Donc vous voyez, on peut vraiment aller dans les détails pour créer une image qui correspond vraiment à ce qu'on veut illustrer dans son cours. Donc la deuxième, c'était pour un cours de littérature où la consigne était de créer une image qui ressemble à un vieux manoir abandonné dans la brume, avec de la vigne vierge qui envahit les murs délabrés. Et puis la troisième image, c'était pour créer un cours avec des enfants pour travailler sur la gentillesse. Et donc l'idée, c'était de créer un arbre coloré dont les branches représentent des actes de gentillesse et les feuilles sont en forme de cœur. Voilà des images qui ont été créées par l'IA. Alors le deuxième outil qui s'appelle Effet Magique. Alors l'effet magique, c'est un petit peu la même chose, sauf que vous allez pouvoir donner de l'effet à votre texte ou à un élément. Donc c'est pareil, vous allez dans les applications Effet Magique, vous sélectionnez votre design ou votre texte, et puis vous allez décrire l'effet que vous voulez donner à ce texte ou à cet élément. On vous a mis aussi des petits exemples ici. Vous voyez, la consigne, c'était de faire ressembler à la peau d'un serpent. Donc le texte a vraiment pris la texture de la peau de serpent. Et puis le deuxième texte, c'était un volcan, faire ressembler à de la lave en fusion. Donc ça va vous permettre de capter l'attention de vos élèves pour qu'ils puissent être plus attentifs aussi à ce que vous leur expliquez. Voilà. Et la capture magique, c'est un outil qui est très utilisé par les enseignants. En fait, avec Canva, vous pouvez importer n'importe quel type de document que vous avez sur votre ordinateur. Vous l'importez dans Canva et ensuite, vous allez pouvoir modifier ce document. Donc en fait, l'outil IA va isoler des blocs de texte ou des images et vous allez pouvoir les déplacer ou les supprimer pour pouvoir vraiment créer un document qui va vous être utile pour votre cours. Donc vous voyez là, l'exemple, c'est qu'on a déplacé un élément de la photo, mais on peut le faire aussi avec du texte. Donc vous avez la capture magique pour les images à gauche. On a pris des éléments, l'éventail, le ciseau, et puis on les a replacés sur un nouveau document. Et puis à droite, vous avez de la capture de texte, où là, on a été capturer le texte de l'image, on l'a supprimé et on a mis son propre texte. Voilà, donc c'est vraiment des outils qui permettent de personnaliser vos supports pédagogiques. On voulait aussi vous montrer qu'avec Canva, en tant que prof, vous alliez pouvoir gagner du temps avec 3 outils IA qui sont l'écriture magique, transformer en doc et redimensionner et transformation magique. Donc l'écriture magique, ça fonctionne comme ChatGPT, sauf que là, vous restez vraiment dans Canva. On a un support qui s'appelle Doc, et donc vous allez pouvoir écrire du texte, et puis avec l'écriture magique, demander à l'IA d'effectuer une action comme continuer la rédaction, résumer, reformuler le texte, etc.
Bien sûr, on vous invite à retravailler sur les résultats, hein, mais c'est déjà un gain de temps énorme pour vous. Donc c'est disponible sur tous les supports de la suite Canva. Donc là, c'était un exemple avec une présentation. Alors, le doc, c'est donc un outil qu'on aime beaucoup aussi. Donc, c'est un document de traitement de texte, mais qui est amélioré, dans lequel vous allez pouvoir mettre des images, des graphiques, des éléments. Afifia vous présentait tout à l'heure les nouveaux outils du Droptober. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup fait évoluer ce Canva Doc pour vous permettre d'ajouter des bannières, d'ajouter des items, des menus, etc. Donc, avec Doc, vous pouvez transformer en fait votre document en poème, en chanson, etc. Alors, le redimensionnement et la transformation magique, c'est un outil qu'on aime beaucoup aussi et qui va vous permettre de transformer tous les documents que vous avez en classe, enfin que vous avez créés avec Canva. Hop. Donc, par exemple, vous avez créé une présentation ou vous avez créé un site web. En tout cas, vous avez fait un premier document sur Canva, mais vous voulez le transformer pour en faire, par exemple, une affiche pour votre classe à partir de cette présentation. Donc, avec Canva, c'est possible et c'est très simple. En quelques secondes, vous allez pouvoir utiliser votre présentation et demander de la transformer en affiche, par exemple. Ça marche aussi pour la traduction. Donc, il est possible sur Canva de traduire dans plus de 100 langues tous les documents que vous avez sur Canva. Pareil, vous utilisez le redimensionnement ou la transformation magique pour traduire automatiquement votre document. Voilà, les derniers outils qu'on voulait vous présenter, c'est des outils qui vont vraiment vous permettre de booster votre créativité en classe. Donc avec 3 outils qui sont l'animation magique. On sait que les présentations sont très utilisées par les profs et par les élèves. Donc vous voyez, là, vous avez un outil qui va vous permettre de donner un petit peu de dynamisme à vos présentations, puisque très facilement, vous allez appuyer sur animation magique et vous allez choisir le style que vous souhaitez pour votre présentation. Et donc, elle va s'animer sous les yeux de vos élèves qui vont être plus attentifs à regarder ce que vous leur présentez. L'agrandissement magique, c'est pareil, c'est un outil qui va vous permettre d'agrandir une photo que vous avez prise. Si par exemple vous avez pris une photo, elle est mal cadrée ou elle n'est pas dans le bon format, vous allez pouvoir utiliser cet outil pour l'agrandir, donc à la taille de votre nouveau document, très facilement. Donc l'IA va créer une continuité autour de votre image pour créer une nouvelle image. On vous a mis des exemples ici, vous voyez, vous avez l'avant et l'après d'une image qui était mal cadrée ou qui était plus petite, et puis on a demandé à l'IA de l'agrandir. Voilà, je termine avec l'édition magique, qui est aussi un super outil si vous voulez vraiment créer des supports qui vous ressemblent et qui correspondent exactement au cours que vous voulez faire. Donc vous voyez, l'édition magique, en fait, c'est le fait de sélectionner dans votre photo une partie de la photo. Par exemple, on peut sélectionner le fond de la photo et on va demander à l'IA de créer un nouveau fond de photo. Donc là, dans cet exemple, vous voyez, on va demander à l'IA de créer un laboratoire de chimie et on va générer une nouvelle image et donc en fond de photo, on va avoir ce laboratoire. Donc on peut faire beaucoup de choses. Donc créer des nouveaux fonds au niveau des photos. On peut aussi changer les couleurs d'éléments, la texture des éléments. Et puis on peut ajouter des nouveaux personnages. Par exemple, là, sur la photo de droite, vous avez un champignon et on est venu ajouter un petit lutin ou une porte dans ce champignon-là. Donc c'est vraiment plein de petits détails qui vont permettre de créer un document qui est vraiment conforme à ce que vous avez envie de faire passer et de transmettre à vos élèves. Je vais vous présenter rapidement 3 supports qui sont sur Canva et qui sont très utilisés par les enseignants. Donc, c'est les présentations, on en parlait tout à l'heure. Donc, les présentations, elles vous permettent d'exprimer vos idées. Vos élèves les utilisent sûrement sur Canva aussi. Vous avez la possibilité de vous enregistrer sur vos présentations. Donc, en fait, vous allez cliquer sur Studio d'enregistrement.
lorsque vous êtes sur votre présentation. Et puis, votre image apparaît, vous allez pouvoir vous enregistrer pour ensuite diffuser cette présentation avec tous les commentaires que vous souhaitez ajouter. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des raccourcis magiques. Donc, si vous voulez avoir un petit peu de silence dans votre classe, vous avez la possibilité de rajouter ces petits raccourcis qui donnent toujours un petit peu de peps aux présentations. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, vous avez la possibilité de créer des animations avec animation magique ou encore de créer des animations personnalisées pour un élément que vous voulez mettre en valeur dans votre présentation. Les docs, donc Canva Docs, on en a parlé tout à l'heure, donc je reviens rapidement, mais c'est des documents qui vont vous permettre de collaborer avec tous vos collaborateurs, avec les élèves, et puis si vous avez Canva pour les établissements scolaires, et bien aussi avec toute l'équipe de l'école. Donc c'est très très pratique, parce que vous pouvez travailler ensemble sur un même document. Avec l'écriture magique, on en parlait tout à l'heure, vous allez pouvoir gagner du temps pour demander à l'IA de reformuler, de rendre le texte plus amusant ou plus formel. Vous allez pouvoir structurer une page, faire un beau document de traitement de texte. Vous allez pouvoir rajouter des images, faire des colonnes, des sauts de page, des numéros de page, etc. Et puis, vous allez pouvoir, une fois que vous avez fini ce document, pouvoir le transformer comme vous voulez, en email, en chanson, en parole, en article de blog, etc. Donc, il y a vraiment une panoplie très large de ce que vous pouvez faire avec Canva Docs. Les tableaux blancs, Afifia en parlait tout à l'heure, on utilise beaucoup à Canva pour faire du brainstorming dans les équipes, mais vous pouvez l'utiliser en classe avec vos élèves. Ça va vous permettre donc de créer par exemple un document où tous les élèves vont pouvoir se rendre sur ce tableau blanc, ajouter des post-it avec des couleurs et puis faire vraiment un travail collaboratif tous ensemble en classe. Il y a la possibilité d'ajouter un minuteur en mettant même de la musique. Donc ça, c'est aussi sympa pour vos élèves, puisqu'ils savent combien de temps ils ont pour travailler sur leur tableau blanc. Et puis, les tableaux blancs, ça permet vraiment de construire une structure parfaite, de par exemple créer des cartes mentales, puisque vous pouvez utiliser des flèches, des ronds, des formes, etc., pour créer un schéma, en fait, qui va permettre aux élèves de mieux comprendre l'idée que vous voulez transmettre. Voilà, je laisse la parole à Afifia pour la conclusion, et puis je vous présenterai tout à l'heure les différents groupes qu'on a sur Canva Éducation, et puis si jamais vous n'avez pas de compte, comment accéder à Canva Éducation. Merci Angel. Alors, pour conclure, là vous avez vu beaucoup d'outils qui sont utilisés déjà par beaucoup d'enseignants de la communauté Canva Éducation. Beaucoup l'utilisent. On apprend d'ailleurs énormément de nos Canvassadors et des enseignants qui font partie de cette communauté-là. Alors, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'outils, mais il y a une chose qui est quand même importante à prendre en compte, c'est que ce n'est pas vraiment les outils qui vont faire la valeur de votre cours, j'espère. En tout cas, on espère que vous l'avez compris à ce stade-là. C'est la façon dont vous allez les utiliser. C'est de trouver les outils qui correspondent déjà à votre manière d'enseigner à vous. Ce n'est pas d'avoir le maximum d'outils. Vous pouvez très bien avoir des cours qui sont très actuels, qui sont très pertinents, engageants, juste avec 3 ou 4 de ces outils. Vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser. Mais ce qui compte, c'est de comprendre que de la même façon que l'IA est aujourd'hui le copilote de tous vos élèves, dans tous les devoirs qu'ils ont à faire, même dans ce qui ne concerne pas forcément leurs devoirs, c'est important et vous allez gagner des points de connexion à utiliser ces outils IA aussi pour que vous puissiez, avec vos élèves, comprendre et utiliser le même langage et la même approche. Donc c'est très important de faire ça et ça entre aussi dans les critères fondamentaux de transmission. Aujourd'hui, au final, la seule clé, la seule chose à prendre en compte, c'est ça, c'est vraiment la question de la transmission. C'est-à-dire que intégrer l'IA, conscientiser le fait que ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école doit être utile et doit être une passerelle pour vos élèves dans leur épanouissement professionnel. La transmission, c'est la clé et vous ne pouvez pas transmettre quoi que ce soit si vous ne comprenez pas le monde dans lequel vos élèves évoluent. On est au tout début de ce tournant. Il y a encore beaucoup de choses qui vont changer autour de l'IA. Donc autant profiter du fait que tout le monde est logé à la même enseigne, c'est-à-dire que tout le monde est là pour apprendre. On est tous paumés face à l'IA. Soyons clairs, soyons honnêtes, on est tous à la même période en train de comprendre où ça va aller, qu'est-ce qu'on peut faire, donc autant le faire ensemble pour limiter l'écart qui pourrait se creuser entre des enseignants qui utilisent déjà l'IA de façon actée, c'est déjà le cas, et ceux qui ne l'utilisent pas et qui n'en ont même pas conscience.
Donc, je dirais qu'il y a beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser pour accompagner ce tournant, mais le plus fondamental, et je crois la principale difficulté, c'est pas d'utiliser les outils, la principale difficulté, c'est de comprendre qu'on a changé de paradigme. Et de changer de paradigme, de sortir de sa zone de confort, ça, c'est la chose la plus difficile à faire, mais c'est important à conscientiser. Si vous êtes passionné par votre métier, si la transmission, c'est quelque chose d'important pour vous, si lorsque vous donnez en cours, le fait que vos élèves soient impliqués dans votre cours et impliqués dans l'histoire, dans le récit que vous racontez, quelle que soit votre matière d'enseignement d'ailleurs, osez changer et osez un petit peu mettre la main à la pâte de toutes ces nouveautés et de cette nouvelle ère qui est en train de se créer, c'est fondamental et c'est peut-être ça la première marche à prendre au final. Merci. Je vais vous laisser avec Anne-Gaëlle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous laisser avec Anne-Gaëlle qui va juste vous expliquer un petit peu comment vous pouvez adhérer au programme Canva Éducation si ça vous intéresse. Rapidement, je vous passe quelques slides sur le programme Canva Éducation qui est gratuit pour les enseignants. Vous avez aussi le programme Canva pour les établissements scolaires. Donc vous pouvez inscrire votre école dans Canva Éducation, ce qui vous permet d'avoir Canva Éducation pour les enseignants, mais aussi pour tout le personnel administratif. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être aussi très intéressant pour les écoles. On a une page avec toutes les ressources pour les enseignants qui vous permettent d'améliorer vos connaissances avec des ressources, donc que ce soit des tutoriels pour les profs, des tutoriels pour les élèves. On parlait de créativité, ça s'apprend aussi de comment bien créer des designs, et donc vous allez trouver des ressources en termes de design, de mise en page, de création de contenu. On a donc une communauté Facebook Canva Éducation, je vous invite à la rejoindre. Donc on a des Canvassadors qui sont des ambassadeurs de Canva, qui sont des grands fans de l'outil et donc qui partagent avec vous leurs connaissances. Et c'est vrai que si vous voulez aussi vous améliorer sur Canva Éducation et sur l'outil Canva, vous allez pouvoir trouver plein de conseils. Et puis enfin, je terminerai en vous invitant sur notre stand. On est au stand D20 pendant ces 3 jours. Il y a les Canvassadors qui proposent de nombreux ateliers sur Canva. Ce matin, on avait un super atelier sur la magie des outils IA, sur comment créer un cahier interactif, etc. Donc, n'hésitez pas à passer sur notre stand. Toute l'équipe Canva est là aussi. Si vous avez besoin, si vous avez des conseils, voilà, si vous avez besoin de nous parler, on est là. Et donc, pendant 3 jours, vous allez pouvoir profiter de ces ateliers. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention et on espère qu'on a un petit temps de questions si jamais il y a des questions sur Canva. Sinon, vous pouvez aussi venir nous voir directement sur notre stand.